Bonjour à tous. Alors, on va refaire un petit point sur les bases parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est pas vraiment clair. Que vous soyez débutant ou avancé, il y a beaucoup de choses que vous ignorez certainement dans les phases du cycle sur le positionnement à avoir. Alors, à moins que vous ayez vécu un, 2, 3, 4 bull run, pour la majorité d'entre vous, vous connaissez les principales phases, notamment celles qui sont décrites comme ici par crypto.com, que sont les phases d'accumulation, de bull run, de phase de distribution et la phase de capitulation. Vous avez l'impression que du coup les cycles sont décomposés de la manière suivante, sauf que c'est un petit peu plus complexe que ça. Je vais vous décomposer le cycle en 7 phases avec les pondérations que vous devez adopter, en tout cas ma stratégie. Je vous rappelle que j'ai pas la science infuse, c'est ma stratégie, mon opinion, ma vision de l'investissement. Moi j'ai commencé à investir à peu près ici, aux alentours de 2017, donc ça fait 8 ans maintenant, j'en suis à mon troisième bull run. Je commence à acquérir de l'expérience. Évidemment, mon expérience me sert à ne pas reproduire mes erreurs passées. J'ai aussi beaucoup travaillé avec que ce soit des coachs, mais également des coachés. J'aide les personnes via mon cercle d'investissement à du coup progresser en investissement, en analyse graphique, en analyse technique, à faire fructifier leur capital ou tout en gérant au maximum et au mieux leurs risques. Donc au fil de ces années, j'ai pu acquérir des compétences et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment se décompose le cycle pour que vous puissiez au mieux optimiser votre portefeuille. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le Bitcoin est cyclique. Bon, pour la majorité d'entre vous, c'est acquis, mais pour les débutants, vous voyez ici, vous avez en blanc les barres verticales correspondantes aux différents halvings. Les halvings, c'est le moment où la récompense des mineurs est divisée par 2. Ça arrive tous les 210 000 blocs, c'est-à-dire à peu près tous les 4 ans, parce que chaque bloc de Bitcoin est miné tous les 10 ans. Si tout ça c'est un petit peu flou, etc., il y a une vidéo de la chaîne YouTube Maths pour adultes qui explique très bien tout ce qui est le fondamental derrière le Bitcoin, le hash rate, la méthode de hachage, etc. C'est très intéressant, je vous conseille vraiment de la regarder, même pour tous ceux qui s'y intéressent de près ou de loin. C'est très intéressant. Donc ici, on a les différents halvings du Bitcoin qui du coup correspondent à un moment où on a une politique déflationniste, c'est-à-dire que de moins en moins de Bitcoin sont émis sur le marché. Et c'est ce qui fait que vous avez cette courbe logarithmique, donc c'est la multiplication de deux facteurs qui sont un, l'adoption constante de Bitcoin, et deux, le fait que justement on a un choc de liquidité, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de bitcoins qui sont émis sur le marché au fur et à mesure que le bitcoin avance dans le temps. Et donc c'est comme ça qu'on arrivera en l'an 2140 avec les 21 millions de bitcoins qui seront atteints. Si vous voulez voir ce qui se passe après, il y a plein de vidéos qui traitent du sujet, ça ne nous regarde pas. Nous, on traite de l'investissement, mais comprendre un petit peu le fondamental derrière ces cycles qu'on retrouve dans Bitcoin, c'est quand même très important. Donc ici, on a des cycles de 4 ans. Vous voyez que globalement, là, depuis 2011, qu'on a la cotation sur Bitstamp, vous voyez qu'on a le cinquième cycle de Bitcoin, avec ici le quatrième, le troisième, le second et le premier qui avait eu lieu justement pendant la période 2009 à 2011. Ok, donc ici, on va partir un petit peu de la base, c'est-à-dire comment sont décomposés les différents cycles. Donc, je vous en avais parlé, vous avez cette fameuse courbe qui a le mérite de vous expliquer un petit peu les principales phases, mais en réalité, à l'intérieur de ces phases, il y a également des choses qui se passent. Et le problème, c'est que quand on a l'impression qu'on a 4 phases, bon, bah, on se dit, c'est facile, on fait comme tout le monde, on achète là, on vend au sommet de la bulle, on se barre du marché pendant toute la phase de distribution et on revient au moment du markdown de la capitulation pour commencer à racheter. Et on rachète en DCA sur toute la période markdown et accumulation. Ok. Bon, sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça dans les faits. Vous voyez que quand vous avez cette courbe-là, c'est pas toujours évident de savoir où se trouve le bull run et où se trouve le bear market. Okay, si ici on regarde là, bon, évidemment vous avez les courbes maintenant, c'est un petit peu plus facile de savoir, mais à ce moment-là, est-ce qu'on est dans une phase justement d'accumulation avant de repartir à la hausse? Parce que ça paraît quand même bien être cette fameuse phase d'accumulation qu'on avait juste ici. Okay,
la phase d'accumulation, c'est-à-dire une latéralisation complète, une baisse de la volatilité, etc. Bon, bah, vous voyez que là, c'est un petit peu ce qu'on avait, et pourtant, on s'est mangé une baisse de l'ordre de moins 50% à l'époque, en novembre 2018. Bon, donc vous voyez que c'est déjà un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire la méthode d'identification des phases de cycle. De plus, la phase de bull run, ici que vous avez, pour beaucoup, vous avez l'impression qu'un bull run, c'est juste une ligne droite, simple, voilà. Une ligne droite, vous achetez en bas, vous vendez en haut, vous faites vos profits et vous sortez du marché, très bien. Sauf qu'en fait, à l'intérieur de ces phases de bull run, vous avez des différentes sous-phases dans lesquelles que vous devez identifier, parce que vous n'allez pas devoir investir de la même manière que vous soyez à ce moment-là, que vous soyez à ce moment-là, ou même que vous soyez à ce moment-là. Ok ? Il y a plusieurs phénomènes qui se passent et on va les parcourir ensemble. Alors, déjà, le bull run commence par une phase de consolidation. Ça, on est d'accord. Généralement, ça arrive à un moment où le bull run est terminé depuis longtemps. Donc, statistiquement, depuis le début de la cotation de Bitcoin, ça arrive à peu près 12 à 18 mois après justement la phase de top. Donc là, vous voyez 371 jours. Donc une année après notre top de décembre 2017, janvier 2018, on a eu ici une phase de bear market qui s'est soldée par un bottom posé à un certain moment. Donc on va poser ensemble les différentes phases. La première étant celle d'accumulation. On arrive à un niveau de point bas, on observe dans nos indicateurs qu'on a une phase justement de capitulation. Donc on a des spreads très négatifs, on a des taux de financement très négatifs, on a beaucoup de pertes réalisées, d'accord, sur le SOPR est très bas, on a un reset complet des indicateurs comme le MVRV, etc. Tous les indicateurs on-chain nous disent là, tout le monde est rincé. Le Fear and Greed Index atteint les 15, 20%. Et là, on va avoir une phase de latéralisation qui va commencer. Ça peut durer un certain temps. Hein. Vous voyez qu'ici, ça avait quand même duré 133 jours. Donc, c'est quand même pas rien. Entre novembre 2018 et avril 2019. Donc, il s'est passé quasiment 6 mois. Pendant la phase pendant laquelle, justement, il a fallu que Bitcoin latéralise. Vous voyez que sur le cycle précédent, cette phase-là, elle est arrivée ici, d'accord, après la faillite de FTX. Alors, on avait des premiers signaux qui nous montraient que ici, on avait des phases d'accumulation. L'événement de la faillite de FTX était un peu un signe noir, même pour les plus gros portefeuilles. Hein, j'en réfère à High Stakes Capital, par exemple, qui en parle et qui, lui, avait beau avoir plusieurs dizaines de millions sur la plateforme, n'a pas été averti avant et s'est retrouvé avec une perte de plusieurs dizaines de millions d'euros suite à la faillite de FTX. Donc ici, on avait en réalité une première zone d'accumulation ici. Donc en fait, on a eu une zone d'accumulation qui a été un petit peu ici, vous voyez, donc juste là, avec une première partie sur les niveaux aux alentours des 19 000 $, et ensuite ici au niveau des 16 000. Ok ? Donc ensuite, bon, je ne vais pas vous faire le dessin, mais voilà, pour le cycle de 2017, ça s'est fait ici. Allez, si, je vais vous faire le dessin. Ok, donc la zone d'accumulation. Ensuite, comment ça se passe ? On a un premier rallye. Le premier rallye, c'est un rallye de disbelief. Donc là, il faut imaginer que pendant toute cette période de bear market, dont on reviendra après à la fin du cycle, vous avez beaucoup de personnes qui se retrouvent piégées, qui se retrouvent à perdre beaucoup d'argent et qui quittent le marché. Le fait pour eux de quitter le marché ou de prendre leurs pertes fait qu'ils vont se créer dans leur tête un biais psychologique baissier qu'ils auront beaucoup de mal à switcher. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans un bear market, pour ceux qui ont déjà vécu des cycles, quand vous êtes ici, vous vous dites c'est juste un creux, comme par exemple celui-ci, je vois pas pourquoi ce creux serait différent de celui-ci, donc je me repositionne, c'est une bonne opportunité d'achat, buy the dip. Bon, bah vous vous faites rincer. Puis, de nouveau, le prix remonte, etc. Là, vous vous dites, ok, c'est une grosse correction, comme on a pu avoir ici, c'est assez similaire. Bon, on a maintenu le support, on est en train de restructurer une structure haussière.
Bon, ça m'intéresse, je me positionne. Bon, bah vous faites rincer, vous prenez moins 40, moins 50%. Arrivé ici, vous avez un autre genre de raisonnement qui commence à apparaître. Vous êtes à 30 000 $, le top était à 68 000 $, vous êtes donc à moins 40% moins 60% pardon, sur le Bitcoin, et vous êtes à peu près à moins 75% sur vos altcoins préférés. Donc là, il arrive un moment où vous vous dites le fameux adage j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. Donc, je vais les garder. De toute façon, le Bitcoin, c'est cyclique, les cryptos, c'est cyclique, ça va continuer à augmenter, etc. Je vais pas vendre, même si à chaque mouvement de vente, vous paniquez, vous stressez, etc. Vous vendez, mais vous rachetez parce que vous vous dites oui, mais si ça repart à la hausse, que j'ai vendu et que je sors du marché, mais que je repars pas à la hausse, ben, j'aurais tout perdu. Enfin bref, donc il se passe beaucoup de choses, des émotions assez contradictoires dans la tête des personnes. Et du coup, vous retrouvez ici sur un moment où du coup, vous avez pris pas mal de pertes. Vous les avez soit encaissées, soit elles sont en moins-value latente sur votre portefeuille. Et arrivé à un point bas, un moment de capitulation, ça arrive généralement comme ça, où en une semaine, vous prenez moins 40, moins 35%, ou au moment de la faillite de FTX, vous voyez, hop, en une semaine, vous prenez un moins 25% sur Bitcoin à chaque fois. La majorité des personnes qui sont là, elles viennent de la phase de bull run, donc elles sont positionnées sur des altcoins. Okay, c'est pas des bitcoiners, c'est des personnes qui veulent faire des profits et qui du coup, ici, sur chaque mouvement de baisse de 35% de Bitcoin, prennent une baisse de moins 50 à moins 60% sur leur portefeuille. Et le problème, c'est que c'est pas moins 50%, puis moins 50%, bah, c'est fini. Des moins 50%, vous pouvez en prendre toutes les 3 semaines pendant un an, d'accord ? Jusqu'à atteindre une valorisation de portefeuille qui est de moins 94 à moins 97% pour beaucoup d'entre vous. Donc ici, vous avez des personnes qui sont assez traumatisées et quand le bottom se pose, ici notamment, je me souviens très bien, après la faillite de FTX ici à 15 000 $, beaucoup parlaient de la fameuse fenêtre ici qu'on avait entre 10 et 12 000 $. On avait ici un gros niveau de support et pour beaucoup, on allait aller ici. Voilà. On allait aller ici, juste là, entre 10 et 12 000. Donc préparez-vous à la chute, attention, ça va bientôt arriver. Donc dès qu'on avait le moindre frémissement à la baisse, hop, on se disait, on va se prendre une nouvelle baisse de moins 30% et on va encore perdre moins 50% sur nos altcoins. Et donc en fait, on a beaucoup de personnes qui sortent du marché par épuisement psychologique, de se dire non mais moi j'en peux plus de ce marché, c'est des fous, je quitte le marché, j'ai tout perdu, ou alors j'ai trop perdu, je vends, je vais me concentrer sur Nvidia et Google et ça ira très bien. Et ensuite, donc, quand arrive le moment du premier rallye haussier, à ce moment-là, c'est pas clair. C'est clair pour personne. Là, les personnes imaginent que ce mouvement-là est similaire à ce mouvement-ci. Vous voyez, un mouvement de rebond dans une tendance baissière. Et en fait, on a comme ça un switch de la mentalité, où les personnes avant ici et ici pensaient que là, c'était un creux dans une tendance baissière. Ici, ils se retrouvent à penser que juste là, c'est un top dans une tendance baissière. Ok ? Et donc ici, en fait, on a un retournement de mindset qui fait que, pour beaucoup, beaucoup voient ce mouvement haussier comme étant un dead cat bounce. Vous voyez, le rebond du chat mort. Quand vous balancez un chat par la fenêtre, eh ben, il rebondit une première fois avant de s'écraser par terre. Bon, c'est une image, bien entendu, vous ne lancez pas de chat par la fenêtre. Bref, ici, on a un premier rebond. Et on a du coup un premier creux. Ici, les personnes qui sont là, elles se disent, bah voilà, ça y est, on est là, on va de nouveau avoir un creux, c'était bien ce que je pensais, c'était bien un creux. Et donc en fait, on a comme ça un mouvement haussier qui se construit pendant toute la phase où les investisseurs n'ont pas encore changé de biais psychologique. Ils sont toujours dans un biais baissier, et du coup, même si ça monte, ils sont persuadés que ça va redescendre. Et donc en fait, la phase d'accumulation ici, si elle a bien été décelée, elle vous donne un atout immense, c'est celui de pouvoir surfer toute cette vague de disbelief, alors qu'au nez et à la barbe de tous les investisseurs, puisqu'en fait, eux restent sur le côté en se disant « non, mais ça va baisser, non, mais ça va baisser ». Donc on va l'identifier, cette phase, c'est le premier rallye de disbelief. À ce moment-là, il y a une seule chose qui performe,
c'est Bitcoin. Ok. Le rallye de Disbelief, ici, il était arrivé à peu près ici, jusqu'au mouvement d'approbation des ETF en janvier 2024. Ok. Donc là, on va le mettre en jaune. Ça, c'est le rallye de Disbelief. Le rallye de Disbelief, il faut être positionné sur du Bitcoin. Vous pouvez avoir généralement entre 30 à 35% d'altcoins. Si vous les avez bien choisis, vous allez avoir des altcoins, notamment la partie technologique des altcoins qui va bien performer. Donc ici, c'est pas forcément le moment où vous avez les mêmes coins et toutes les cryptos un peu folles qui grimpent. Ici, c'est un public, les personnes qui sont là dans cette phase de ce rectangle jaune, elles sont là parce que elles étaient là avant. Et donc, les personnes qui étaient là, soit elles vont faire pumper leurs cryptos qu'elles avaient déjà. Donc, par exemple, ici, ça peut être Solana, ça peut être Ethereum, ça peut être des grosses cryptos ou des cryptos qui ont des gros potentiels. Hein. On va avoir PIF Network, on va avoir des choses comme ça. Okay, qui vont beaucoup performer, des choses où vraiment il y a un apport technologique et des cryptos qui sont un peu jeunes, mais qui sont backés par des gros projets ou par des gros investisseurs. Ici, les investisseurs qui font cette hausse, c'est des personnes qui étaient là avant. Et donc, elles ont tendance à se positionner plutôt sur des cryptos dont elles pensent que le livre blanc peut être plein de promesses. Donc ici, vous avez un moment où vous avez justement cette phase d'augmentation et de rallye de Disbelief. Donc on l'avait eu, par exemple, juste là, à ce moment-là. Donc ça, c'était parti à peu près de là, sur, hop, la grosse phase haussière jusqu'ici. Là, ça avait été relativement court sur le cycle de 2019, hein, en 2019 à l'époque. Ici, c'était arrivé pareil, à peu près jusqu'ici. Hop, on avait fait la cassure juste là. Et là, c'était à peu près, on va dire, oui, jusqu'ici. Ok. Donc ça, c'était en 2017. Vous avez donc ici eu ensuite une phase d'acceptation, à un moment où, bon, bah ça y est, tout le monde se dit non mais c'est bon, ok, j'ai compris, ça a bien monté, c'est la reprise du bull run. Alors bon, mieux vaut tard que jamais, hein, mais du coup ils s'en rendent compte généralement, vous voyez, plus 170% après, à 45 000 $ au lieu de 16 000. Bon bah ça y est, on est reparti, direction l'ATH, direction l'ancienne ATH, etc. Et donc ensuite on a une phase qui correspond à une phase d'acceptation. Cette phase d'acceptation, il faut être positionné en majorité sur des altcoins, parce que du coup, les personnes qui font cette hausse, elles sont en majorité positionnées sur des altcoins. Et donc, elles vont tout mettre sur leurs altcoins. Les stablecoins qu'elles avaient laissés de côté depuis tout ce temps, toutes celles qu'elles ont récupérées pendant cette phase de disbelief, où ils en ont profité pour vendre, en fait, et ben, tous les USDT qu'ils ont de côté, bah, ils sont restés sortis du train pendant trop longtemps, et là, ils rentrent. Ils rentrent en masse, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Et donc en fait, vous avez une phase ici d'acceptation qui se lance où les investisseurs qui sont en place, donc là on n'a toujours pas de nouveaux investisseurs, les investisseurs qui sont en place, ici, ils se disent, à ce moment-là, ça y est, c'est bon, c'est le retour du bull run. Et donc on a comme ça une phase qui dure pas très très longtemps généralement, mais qui dure quand même un certain temps, où on a une hausse qui là du coup s'accélère, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus franche et directe. On a généralement peu de dip, parce qu'on arrive à un moment où, boum, ça part. Ça y est, on a un switch de mentalité. Toute la mentalité bearish a été annulée. Là, on avait les permabères qui restaient à disposition. Et bien maintenant, ça y est, on repart à la hausse avec ce fameux acceptation de cycle haussier. Vous voyez, là, c'était arrivé ici. Ça avait duré 3 bonnes semaines. C'était quand même bien court. Mais c'est 3 bonnes semaines où vous faites des grosses amplitudes de prix, du coup. Sur le Bitcoin, on passe de 7 500 à 14 000 $. Ok. Ici, c'était pareil. À peu près jusqu'ici. Hop. Ça n'avait pas duré très très longtemps, mais jusqu'ici. Voilà. Et là, faut être sur des altcoins. Donc, faut bien déceler les phases de changement de cycle, parce que, évidemment, vous devez vous changer complètement la nature de votre portefeuille. Ici, vous aviez que des bitcoins, vous accumuliez que des bitcoins. Ici, vous aviez troqué un petit peu de bitcoin contre un peu d'altcoin, mais vous restiez 70% sur des bitcoins. Ici, par contre, bah, vous continuez la dynamique. Vous vendez encore d'autres bitcoins que vous aviez ici pour vous positionner sur des altcoins à 70-80%. Puis, vous voyez, généralement, il y a un sell the news, il y a quelque chose qui se passe. Vous atteignez des niveaux de résistance majeure.
Et à ce moment-là, on a une première correction avec une première phase de doute. Et si ça y est, et si c'était fini, et si on avait eu tout notre cycle. Alors ça, c'est arrivé, par exemple, chez nous, c'est arrivé à ce moment-là. Là, on était sur les niveaux du précédent top. Oui, mais cette fois-ci, c'est différent. On a bien monté. Regardez, déjà, on est à 70 000 dollars alors qu'on était à 15 000. On a fait une hausse de 400%. Et c'est toujours justifié, c'est toujours rationnel, hein. Alors que c'est toujours l'émotion qui parle, mais toujours ça va être justifié par du rationnel. Jusqu'à avoir du coup cette phase de correction un peu latente où vous voyez on atteint comme ça un point bas majeur. Donc comme on avait pu avoir juste là, un point bas majeur où là, bon bah là il y a de la panique. Là il y a de la panique, il y a beaucoup de doutes qui s'instaurent. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est donc notre fameuse zone de distribution de Wyckoff avant de plonger de nouveau dans les abysses? Ça y est. Là, vous verrez, hein, à ce moment-là, dans le prochain cycle, vous aurez encore les mêmes personnes ou de nouvelles personnes, mais l'histoire se répète, hein, c'est juste les gens qui la racontent qui sont différents, mais l'histoire se répète systématiquement. Et là, vous voyez cette phase ici de correction et de doute, on l'avait eu également juste là. Vous voyez ici, grosse phase de doute, ok, jusqu'ici, voilà, grosse phase de doute avec ce fameux climax juste là, qui est là, bon, il avait été quand même marqué par un signe noir, hein, ce fameux crack Covid. Donc vous voyez, on va arrêter le cycle, cette phase-là, justement, sur notre point bas. Donc vous voyez, juste ici, hein, on avait eu un point bas au niveau des 3500, oui c'est ça, 3700 dollars de mémoire. Et on était venu récupérer ici, justement, un gap qu'on était venu laisser juste là. Là, c'est pareil. On a eu, alors ouais, pour vous, ça semble peut-être lointain, voire vous l'avez jamais vu. Moi, justement, j'ai entendu parler de ça, j'ai vu les stigmates de ceux qui investissaient à mes côtés à l'époque. Mais vous voyez ici, il y avait eu une grosse phase de correction. D'accord? Donc moi, celle-là, je ne l'ai pas vécue, mais là, il y avait une grosse phase de correction, une grosse phase de doute, hein. Vous le verrez, de toute façon, si vous regardez, il y a parfois des articles de blog qui datent de cette époque-là, hein, juillet de l'été 2016. Bon, bah, c'était quand même un beau moment de panique. Ici, ensuite, on bascule sur une nouvelle phase, une phase où on part sur une accumulation rapide. Ça, c'est un moment où notamment les gros portefeuilles, les investisseurs sentent qu'il y a un switch. Ils profitent justement de cette grosse phase de correction pour accumuler lourdement. Et donc ici, cette accumulation lourde des gros portefeuilles, elle se voit. Et généralement, c'est des phases de montée qui sont rapides, qui sont franches. Vous voyez ici, on a une première phase ici qui est un retour sur les niveaux précédents et avec justement un redémarrage haussier. Alors cette phase, elle peut être plus ou moins longue. Des fois, elle va plus loin que l'ancien top, mais elle se prolonge un petit peu dans la durée. Mais l'essentiel, c'est que ici, c'est une phase où tous les indicateurs qu'on a d'un point de vue on-chain, ici, ils nous disent une chose, c'est ça y est, l'accumulation sont là, les investisseurs sont là, les gros portefeuilles achètent. Donc ça se traduit par un long and short ratio, enfin un short term holder versus long term holder qui penche du côté des long term holders. On a beaucoup de supply qui est absorbé dans les cryptos où on voit par exemple la supply détenue par les 1% des portefeuilles les plus gros. Bah, on a beaucoup de signaux comme quoi ça achète fortement. On a beaucoup de déséquilibre justement entre acheteurs et vendeurs. Il y a peu de creux qui se créent, etc. Donc ça, c'est une phase assez intéressante. Assez importante également. Et là, par exemple, bah, c'est la phase qui a duré depuis ce creux-là jusqu'ici. Alors, il y a eu des périodes à l'intérieur de cette partie-là. Donc, cette première partie, c'est un moment où on arrive en price discovery. Là, ça y est, on a beaucoup de personnes qui s'y intéressent, etc. Ici, on a eu beaucoup d'achats. Ici, pendant la période de Trump, on a eu beaucoup d'achats. Ici, on a de nouveau beaucoup d'achats, etc. Et donc, on a comme ça on a une volonté forte de la part des gros portefeuilles de muscler leur portefeuille et de pouvoir acheter en grosse quantité. D'accord ? Et donc, en fait,
le switch de cette phase à la phase suivante du cycle, il se fait, on le verra, par l'arrivée de retail. À ce moment-là, on a toujours ici, dans l'univers crypto, on a toujours que les grosses baleines et les retail qui étaient là lors des précédents cycles. On a quelques nouveaux arrivants qui sont là, mais on n'a pas de nouveaux gros flux acheteurs. Vous voyez que là, c'est arrivé à peu près pendant cette phase-là, hop, jusqu'à ici à peu près. Ok, ici, c'est le moment où on a eu justement un afflux de retail. En mars 2017, c'est pas pour rien que moi je suis arrivé à peu près pendant cette période-là. C'est parce qu'ici on entendait partout parler. Partout. Pour peu que vous regardiez un petit peu de bourse, tradi, etc. Vous parliez un petit peu business. Et puis même, petit à petit, que vous soyez juste dans un pays dans lequel les gens s'intéressent à gagner de l'argent, ce qui correspond à tous les pays du monde, et ben petit à petit, vous en entendiez forcément parler. Alors certains ici, d'autres ici, d'autres au top. Mais quoi qu'il arrive, tout le monde en entendait parler. Et ensuite, on lance justement la dernière phase. La dernière phase plus ou moins longue, c'est la phase mania. Ok, la phase mania, vous allez le voir, on va la noter ici en rose fluo. Ici, vous avez le moment où les retails arrivent. Ça se voit dans plusieurs indicateurs, ça se voit dans le nombre de fois que la page Wikipédia de Bitcoin est regardée, dans le nombre de fois que les influenceurs, dans le nombre de vues des principaux influenceurs YouTube, Twitter, enfin X, des choses comme ça. Vous l'avez également dans plusieurs indicateurs sociaux de sentiments, etc., dans les recherches Google, bien entendu. Et donc, toute cette phase-là, là, vous l'avez jusqu'ici, mais en réalité, elle a même été jusque-là. Okay, ça a été une énorme phase mania. La phase mania, elle a été quand même très concentrée ici. Mais vous avez également eu une deuxième partie. Et là, les personnes, en fait, qui étaient investies ne sont pas parties. Elles ne sont parties que à ce moment-là. Ok, donc là on l'a eu, et là pour le moment on n'est pas encore dans cette phase mania. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dissocier les différentes phases parce qu'elles n'ont pas la même durée. Quand on dézoome un petit peu ce qu'on a fait comme travail depuis le début, vous voyez que les différentes phases n'ont pas la même durée et que en fonction des cycles, ça va pas arriver au même moment, au même niveau de prix, etc. Donc quand je vois des signaux de temporalité, etc., comme quoi il suffirait de racheter à 363 jours du top et vous avez le bottom absolu, quand il faut vendre à tant de jours du bottom et vous avez le top absolu, etc. Non, c'est plus complexe que ça parce que vous avez à chaque fois certains indicateurs qui font qu'on passe d'une phase à l'autre. Et il faut bien regarder ça pour bien changer son allocation. Puisque à ce moment-là, pendant justement ce rallye d'acceptation, cette accumulation rapide, vous devez être positionné en majorité sur des alts. Parce que c'est le moment où vous avez les positions de consolidation qui se font avant l'expansion haussière. Parce que les altcoins, si je vous montre le schéma d'un altcoin typique, ok, on va regarder par exemple, on va se comparer à Solana, d'accord ? Bon, je prends pas Solana pour rien, hein, c'est parce que ça reste une crypto qui a un comportement assez classique dans les bull runs. Bon, bah vous voyez ici, pendant cette phase-là, on est dans les phases d'accumulation. Là, on est dans une grosse phase de latéralisation. Et se positionner à ce moment-là sur les altcoins, c'est hyper important parce que pendant la phase mania, bah vous voyez que la phase mania qui a duré d'ici à ici, bah vous voyez ici la courbe en bleu qui est la courbe de Solana, elle a explosé. Okay, et donc ici, vous passiez de 2 dollars ici à 260 dollars ici pour un Solana. Okay, si vous regardiez par exemple d'autres cryptos, à l'époque du précédent cycle par exemple, on va prendre une autre crypto dont à l'époque on entendait beaucoup parler, on va prendre XRP, voilà, nouvelle échelle de prix sur Bitstamp, alors je ne sais pas si on a assez d'historique. Donc vous voyez, donc là j'ai mis XRP sur Bitfinex. Donc vous voyez ici pendant cette phase, ici on a une phase d'accumulation. Alors là j'ai pas l'historique, mais du coup ici vous avez du coup justement la phase mania où là tout part complètement
tout part complètement en vrille et on a du coup tous les investisseurs particuliers qui se ruent sur les mêmes cryptos. Alors vous voyez qu'ici ça avait été très court, hein. Ça avait été très court l'expansion haussière en tout cas pour XRP, pour Ripple à l'époque, mais vous voyez qu'ici c'est pareil. Pendant cette phase-là, vous avez du coup une stagnation, une consolidation, et vous voyez qu'à partir de là, à partir du bottom qu'on arrive à trouver, pendant cette phase-là, il faut être positionné sur des altcoins, parce que c'est là que vous faites les multiples. Ensuite, vous voyez que là, on était passé de 25 centimes à ici à peu près 1,5 $. Donc évidemment, ici, c'est là que vous faites les meilleures performances. Donc vous voyez ici, on a commencé à faire déjà des très belles performances. Bon, ça c'est très lié justement au fait qu'ils ont eu un résultat sur leur procès, etc. Donc XRP, sur ce cycle-là, c'est peut-être pas le meilleur des exemples. Mais en tous les cas, vous voyez que la compréhension des cycles vous aide à bien vous positionner, puisqu'après, elle vous aide surtout à anticiper la dernière phase du cycle, la 7e, qui est le bear market. Le bear market, il arrive juste là. On va le mettre en noir. Vous avez cette phase de bear market avec un moment particulier pour les investisseurs. On en a parlé de la psychologie du bear market. On en reparlera bien entendu. Et bien comprendre le passage ici de la phase mania à la phase bear market, c'est indispensable. Sans quoi en fait vous perdez. Dans les premières semaines, vous allez perdre à peu près 50% de tous les gains que vous avez fait. Si vous regardez votre ATH, si ici vous étiez à 100 000 $, quelques semaines après, 3 semaines après, vous êtes à 50 000 si vous êtes positionné sur les mauvaises altcoins. D'où l'intérêt de se former, d'où l'intérêt d'être accompagné pour certains. C'est pas un gros mot, l'accompagnement. Il faut bien se dire que si avec quelques dizaines, quelques centaines d'euros, vous arrivez à vous éviter des pertes de plusieurs milliers d'euros, vous avez fait le bon choix, d'accord ? Que ce soit en achetant un livre à 20 euros, que ce soit en achetant une formation ou un coaching à plusieurs dizaines de milliers d'euros, l'essentiel c'est que ce soit cohérent avec la taille de votre portefeuille et avec votre stratégie long terme. Est-ce que vous avez envie de tirer des gains de la crypto-monnaie ou pas ? Il faut comprendre que la crypto-monnaie est un marché à somme nulle. Quand vous gagnez, quelqu'un perd, d'accord ? Puisque vous achetez à quelqu'un qui vend, d'accord ? À chaque transaction, c'est justement une transaction, un passage d'un altcoin ou d'un bitcoin de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, du coup, il y en a un qui parie que ça va aller à la hausse, l'autre parie que ça va aller à la baisse. Sinon, il n'aurait pas vendu, et l'autre, sinon, il n'aurait pas acheté. Donc évidemment, quand le marché prend une direction, il invalide la théorie de quelqu'un. Et donc, si vous n'êtes pas formé, et que vous êtes la contrepartie acheteuse ou la contrepartie vendeuse de toutes les personnes qui sont bien formées, vous ne ferez que perdre. Vous ne ferez qu'être dans le mauvais train, celui qui va à la baisse quand le prix monte, et celui qui va à la hausse quand le prix descend. Ok ? Donc il faut vraiment comprendre ça, ça va vous aider. J'espère que cette vidéo a été bien claire. Je vous rappelle, pour ceux qui le souhaitent, qu'on a un cercle d'investissement dans lequel vous avez la possibilité de nous rejoindre. Donc vous avez tous les liens en description. On a du coup un canal Telegram qui est dédié justement au partage de mes analyses. Je partage toutes mes analyses, que ce soit sur le Bitcoin, mais aussi sur des altcoins, sur les cryptos sur lesquels je suis positionné, sur lesquels je compte rentrer, sur lesquels que je vends également. Donc toutes les crypto-monnaies dont je vous parle, dès lors qu'elles atteignent des niveaux de vente intéressants ou que je vois des signaux comme quoi les baleines prennent des profits, etc., je vous le partage. Et bien entendu, ces changements de phase sont partagés dans ce groupe Telegram. Je vous le partage pour que vous puissiez justement investir au mieux. Je vous partage ma stratégie, mes investissements. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, il faut prendre ça comme quelque chose de pédagogique. Je vous apprends à investir, je vous rends autonome. C'est pour ça également que vous avez une formation qui est offerte au moment de votre adhésion à ce cercle d'investisseurs, parce que la volonté du coup de ce cercle d'investissement, c'est que vous ayez toutes les clés pour pouvoir comprendre comment l'investissement se fait et comment on optimise ses gains. Donc pour ça, je vous offre une formation en analyse graphique qui vous permettra vraiment de comprendre, d'acquérir toutes les notions, etc. Si pour vous ça semble un petit peu flou, que vous n'avez pas encore vraiment tout compris à tous les termes que j'ai pu utiliser, etc., tout est expliqué bien entendu. Et je réponds évidemment à toutes les questions qui me sont posées via Telegram, en privé, etc. Donc si d'ailleurs vous en avez avant même d'adhérer
à ce cercle d'investissement, n'hésitez pas à me les poser, je pourrais y répondre. Et évidemment, bien sûr, j'ai une relation avec chacun des membres de ce cercle d'investissement. Ils peuvent me poser, ils savent qu'ils peuvent me poser des questions, ils m'en posent d'ailleurs. Je leur réponds, que ce soit par message vocal, par message texte, des captures d'écran, des analyses, des cryptos sur lesquels ils ont des doutes, etc. Alors évidemment, je peux pas faire ça constamment, mais je le fais le plus souvent possible et j'essaie d'être le maximum réactif pour répondre à tout le monde. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, que ce soit dans les commentaires, mais également dans les likes, etc. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo, bah, en tout cas, merci beaucoup à vous. Quoi qu'il arrive, vous nous aurez donné de la force via le watch time de YouTube. Voilà, ça donne de la force à la chaîne YouTube, ça nous met en avant. Je vous remercie et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.